Bonsoir à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. Ce soir, nous partons à la découverte de l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel ou classe mutuelle, c'est toute une histoire, en particulier celle d'un grand choix pédagogique qui remonte au premier tiers du 19e siècle. Pour en parler, 3 experts, 3 invités. Sylvie Jouan, bonjour. Vous êtes professeure de philosophie, formatrice à l'ESP, à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier, sur le site de Mende, en Lozère, il faut le préciser. Et l'ESP, évidemment, c'est l'école de formation des enseignants et éducateurs. Et vous avez publié la classe multi-âge d'hier à aujourd'hui, archaïsme ou école de demain. Et cette classe multi-âge, c'est souvent une classe mutuelle. Je reprends mon souffle. Anne Carrien, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, auteur de l'école mutuelle, une pédagogie trop efficace, point d'interrogation. Un titre qui suscite la curiosité, la mienne en tout cas. Et ça a été édité aux Empêcheurs de penser en rond. Avec moi, Vincent Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de SVT au lycée d'Orient, c'est à Paris, dans le 11e arrondissement, et vous m'avez très gentiment accueilli dans votre classe cette semaine. J'ajoute que vous venez juste de terminer un ouvrage sur la classe mutuelle, un 3e ouvrage à lire bientôt, puisqu'il n'a pas encore d'éditeur. On verra si vous avez des appels après cette émission. Un focus également en fin de Rue des Écoles sur ces surdiplômés qui passent un CAP. Le journaliste Jean-Laurent Casselli est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez consacré un livre à ce que vous appelez la révolte des premiers de la classe. Tiens, on en saura plus en fin d'émission. Et puis avec nous, bien sûr, Marie-Caroline Missire. Bonjour. Bonjour. C'est la page d'actualité de Rue des Écoles en partenariat avec le magazine dont vous dirigez la rédaction, L'Étudiant. On commence tout de suite. Marie-Caroline, je lis ce que vous avez écrit. Vous me faites dire que vous êtes bâillonnée en ce jour d'élection puisque vous ne pouvez pas parler de politique. Je vous précise que ce sont les règles républicaines. Vous avez quand même quelques informations très intéressantes puisque vous avez relevé une étude assez alarmante sur la profession enseignant. Et elle a été réalisée par l'Observatoire national de la délinquance. Elle montre que les profs comptent parmi les professions les plus victimes d'insultes ou de violences, juste derrière les policiers et les chauffeurs de taxi. 12% des enseignants du primaire et 11% des enseignants dans leur globalité disent avoir été insultés, menacés ou violentés au cours des 2 dernières années. Et la particularité de cette profession est qu'en grande majorité, ils connaissent leur agresseur, car ce sont des agressions qui se déroulent dans l'exercice de leur métier. Bon, et cette semaine, puisqu'on ne va pas beaucoup parler de la France, 2 petits tours à l'étranger. Nous commençons avec les États-Unis. Et ce n'est guère réjouissant, Louise. Donald Trump vient en effet de stopper 2 programmes éducatifs emblématiques de l'ère Obama, l'un contre l'obésité des enfants et l'autre pour l'éducation des filles. Le programme contre l'obésité, incarné, supporté par Michelle Obama, obligeait les cantines scolaires à adopter 2 meilleurs standards nutritionnels pour bénéficier de subventions gouvernementales. Pour justifier l'arrêt de ce programme, le nouveau ministère de l'Agriculture fait valoir son coût élevé pour les États, 1,2 milliard de dollars sur les 5 dernières années. Enfin, explique-t-il sans ciller, la fin de ces règles nutritionnelles devrait éviter que les enfants ne jettent leur repas, puisque c'était la conséquence de ce programme. Environ 1 jeune Américain sur 6 âgé de 2 à 19 ans est en surpoids ou obèse aux États-Unis, et ce pays dépense près de 200 milliards de dollars par an pour soigner ce fléau. Mais ce n'est pas fini, puisqu'un autre programme phare, je l'ai dit, est menacé par la nouvelle administration Trump. Let Girls Learn, une initiative lancée en 2015 pour encourager l'éducation des filles dans les pays en développement et lutter contre les mariages précoces notamment. Une actualité bien triste donc et qui pointe les effets très concrets sur le quotidien des enfants du choix démocratique fait par les Américains en novembre dernier. Pendant ce temps, les Belges adoptent à leur tour le socle commun, notre socle commun.
Absolument, c'est une des mesures emblématiques du pacte pour un enseignement d'excellence qui a été voulu par la ministre Marie-Martine Schins. L'idée, et comme en France en 2005, c'est d'adopter un socle commun pour tous les élèves jusqu'à 15 ans qui garantissent les compétences techniques, technologiques, numériques et artistiques des enfants. Mais la difficulté reste d'adapter les horaires à ces ambitions et on peut souligner ici le pragmatisme des Belges qui, en même temps que la définition du socle, s'attaquent tout de suite à sa faisabilité, ce que nous avons mis, nous, 15 ans à faire. Un groupe de travail vient ainsi de remettre ses propositions à la ministre qui compte les soumettre ensuite à la concertation. L'une des pistes est notamment de réduire la durée des cours de 50 à 45 minutes. Ce n'est plus le chagrin des Belges, mais le pragmatisme des Belges qui voient les choses en grand. Oui, ils ont planché sur un accord entre syndicats, administrations, représentants des parents, qui devrait les emmener jusqu'en 2030. L'objectif, c'est de rendre l'école plus efficace et moins inégalitaire. Ça nous rappellera quelque chose. Ce qui m'a fait sourire avec mon œil de Française, c'est que cet accord, qui prévoit rien de moins que l'évaluation et les sanctions des professeurs qui manqueraient à leurs obligations, fixe des obligations justement en matière de travail collaboratif et forme les directeurs au management. Et cet accord n'a nécessité que 10 heures de discussion. Cela laisse assez songeur. On revient quand même à la France. Un texte a été publié en cette toute fin de mandature par le ministère. Oui, c'est l'enseignement supérieur qui vient d'entériner par une circulaire qui a été publiée cette semaine, donc in extremis, la pratique du tirage au sort. Il s'agit en gros de départager les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans des filières pudiquement dénommées en tension, c'est-à-dire en bref surchargées. C'est le cas en STAPS, l'éducation physique, en psychologie, en première année de médecine et dans certaines filières de droit. Cette pratique incroyablement arbitraire ne concerne heureusement que peu d'étudiants, moins de 1%, mais a deux objectifs: faire face à la poussée démographique étudiante, 40 000 étudiants en plus cette année, et sécuriser juridiquement les universités qui sont réduites à adopter le tirage au sort. En tout état de cause, ces deux facteurs soulignent à quel point la sélection à l'université est une question brûlante et qui se pose dès l'entrée en licence. Nous y reviendrons dès que nous pourrons parler politique. Un peu de patience, chère Marie-Caroline. En tout cas, on peut déjà parler du bac. Oui, et puis je vais vous expliquer, grâce à un article signé d'Erwin Canard dans l'excellent site de l'Étudiant, comment on prépare les sujets du bac. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait c'est préparé très en amont, un an à l'avance. Dès le mois de mai de l'année qui précède le bac, le ministère répartit l'élaboration des sujets entre les différentes académies. Par exemple, ce sera l'académie de Bordeaux qui sera chargée d'élaborer le sujet de maths. C'est un exemple. Telle académie. On n'a pas de tuyau dans cette émission. Et puis, en juin, toujours un an avant, une commission de profs présidée par un IPR, un inspecteur pédagogique régional, conçoit les sujets et puis les teste pendant plusieurs mois. Donc il y a des profs qui vont plancher sur le sujet qu'ils auront élaboré. On regarde si ce sujet est cohérent, s'il n'a pas déjà été proposé les années précédentes, et puis on le retient. Et une fois que ce sujet est validé, eh bien, ils sont stockés dans des locaux ultra sécurisés jusqu'au jour J. Et ce jour J ne va pas tarder à arriver puisqu'il s'agit du 14 juin cette année. Et puis pour préparer le bac, toutes les émissions, les quotidiennes de France Culture, la philosophie, l'histoire, les sciences, c'est en partenariat avec la concurrence, Marie-Caroline, c'est Le Monde Campus. Et puis dernière information, des stagiaires du secteur de la communication lancent une campagne pour lutter contre le travail gratuit dans la communication, les stages non rémunérés par exemple, pratique encore assez courante, bien qu'illégale. Leur slogan: les idées ont une valeur, rémunérons-les. Avez-vous remarqué que les mots coopération, autonomie, responsabilisation reviennent sans cesse chez de nombreux pédagogues insatisfaits du mode d'enseignement dit traditionnel, transmissif, vertical? Pensez à la désormais célèbre professeure des écoles, Céline Alvarez. Ce vocabulaire convient bien à la classe mutuelle dont nous allons parler aujourd'hui. Pour expliquer de quoi il s'agit, en quelques mots, les élèves s'apprennent les uns aux autres, mais pas seulement. On va y revenir. Par exemple, on peut évoquer les classes uniques des écoles rurales, comme dans le documentaire Être et avoir, que vous avez peut-être vu, les classes multi-âges qui mélangent les niveaux. Rue des Écoles s'est rendu dans le cours de SVT de la classe de terminale de Monsieur Fayet, qui est avec nous aujourd'hui, au lycée d'Orient, à Paris. Si vous voulez, j'ai bien appris mon cours, on va dire, je l'ai bien révisé, et puis
Puis ouais, s'il y a des élèves qui ont besoin de moi, bah, je vais les aider. C'est le prof qui m'en a chargé, donc d'arriver d'un message moteur, un message sensitif, qui passe par le neurone sensitif. D'accord, bon, c'est écrit sur le document. Ensuite, tu vois que ce neurone sensitif, ce message va être séparé en deux. Il va arriver d'abord au motoneurone. D'accord. Donc là, on regarde, c'est le premier, parce que le message reste excitateur, reste plus. Et ensuite, on voit qu'il passe par un interneurone. Donc là, il est toujours excitateur. Puis quand l'interneurone va intégrer l'information, il va devenir un moins. Donc là, on en conclut que c'est celle-ci. C'est le deuxième. Ok, d'accord. T'as compris ? Oui, j'ai compris. Voilà. Bah, maintenant, t'arrêtes. Il a les mots justes et il parle d'une manière un peu plus simple. Et je pense que vu que lui, il a compris de la même manière que nous, le prof, pour lui, c'est simple, il le connaît depuis longtemps et tout. Alors que lui, il l'apprend en même temps que nous et il trouve plus les mots justes pour nous expliquer, vu que lui, il a compris et qu'il veut nous faire comprendre à sa manière comment lui, il l'a compris. Mais on n'avait pas du tout compris et là, il nous a tout expliqué. Du coup, là, ça va beaucoup mieux. Je crois c'est bon là, on est au clair sur le cours. Vous avez compris que cet élève a mieux compris son cours avec un camarade qu'avec son professeur, donc vous, Vincent Fayet. Alors on va revenir au présent de l'enseignement mutuel, mais d'abord on va vous faire découvrir, chers auditeurs, cette histoire, une pédagogie donc qui repose sur le monitorat entre élèves, dans laquelle le maître est beaucoup moins présent que dans le mode pédagogique dominant, l'enseignement simultané. Attention, c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser dans cette émission. On peut dire que la classe mutuelle a existé au XVIIIe et au XIXe siècle. Je parle sous le contrôle de mes invités. Elle a été marginalisée en 1833 suite à une décision du ministre de l'Éducation de l'époque, François Guizot. Cette histoire, finalement, c'est celle de l'école jusqu'à aujourd'hui, car si la classe simultanée domine, ce n'est pas un système pédagogique qui existe sans rencontrer de difficultés, en particularité cette fameuse hétérogénéité des classes, ces différences de niveau entre élèves qui rendent la tâche des professeurs parfois ardue. Sur l'histoire, et je me tourne vers vous, Sylvie Jouan, d'abord on redécouvre tout à fait en vous lisant et en lisant Anne Kérien un grand tournant qui a été cette date de 1833 pour l'école française, l'école de la République. Déjà à l'époque. Oui, alors effectivement, 1833, c'est un tournant peut-être plus important encore que les dates très célèbres des lois Ferry des années 1880, dans la mesure où ça correspond à la période au cours de laquelle les choix pédagogiques décisifs pour le système éducatif français ont été faits à ce moment-là. Suite à une vive polémique que certains historiens ont appelée la guerre scolaire, la première guerre scolaire, qui opposait les défenseurs de l'enseignement mutuel aux défenseurs de l'enseignement simultané. Alors peut-être qu'on peut replacer un petit peu le contexte d'introduction de l'enseignement mutuel. Donc, d'où vient-il ? Voilà. Alors, il vient, disons que celui qui s'est développé en France au début de la Restauration, il vient d'Angleterre. Il a été importé des travaux de Bell et Lancaster, qui d'ailleurs ont donné ce nom des méthodes lancastériennes. À l'époque, on l'appelait aussi méthode lancastérienne, la méthode mutuelle. Introduit en France par des libéraux extrêmement soucieux de développer l'instruction populaire. Il faut savoir qu'à cette époque, les écoles, les congrégations religieuses avaient été fermées pendant la Révolution, de sorte que l'instruction primaire était véritablement un chantier à construire. Et ces libéraux portaient l'idée que pour le progrès social, il fallait absolument développer l'instruction du peuple. Donc l'enseignement mutuel constituait dans ce contexte une véritable aubaine parce qu'il présentait la caractéristique d'être très économique dans la mesure où on pouvait rassembler dans un très grand local plusieurs centaines d'enfants qui étaient sous l'autorité certes d'un enseignant, le maître n'avait pas disparu, mais cet enseignant pouvait déléguer une partie de son pouvoir d'instruction auprès de moniteurs. Et les moniteurs étaient des élèves qui avaient un niveau suffisant pour pouvoir encadrer plusieurs groupes d'élèves. Et il se trouve que dans la mesure donc il y avait cette délégation possible, ça permettait d'instruire à une vitesse beaucoup plus rapide un très grand nombre d'élèves. Cela dit, malgré cette efficacité qui a été mise en évidence, cette méthode a suscité de très très vives critiques, notamment celle de sa rapidité, mais là-dessus Anne Kérien pourra certainement nous en parler. Puisque vous faites mes transitions, merci beaucoup Anne Kérien. Un système critiqué en raison peut-être du faible encadrement
en raison même, j'en suis sûre, pour l'avoir lu sous votre plume, du faible encadrement. Mais quels arguments étaient mis en avant par ceux qui critiquaient l'enseignement mutuel à l'époque? Le principal argument, c'était la rapidité de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en 3 ans, les élèves avaient appris à lire et à écrire, alors que les frères des écoles chrétiennes qui pratiquaient la méthode simultanée l'apprenaient en 6 ans avec un système beaucoup plus lent. Or, dans les années 1840 à peu près, enfin la loi date de 1842, le patronat commence à se soucier de la santé des enfants qui travaillent dans les industries et donc réclame à l'État d'interdire le travail des enfants. Et donc il faut que les enfants soient gardés par l'école jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'au moment d'entrée du droit à entrer au travail. Alors les dates coïncident pas tout à fait, mais c'est ça le gros de l'affaire. Et puis on peut citer il y a des textes rigolos, par exemple il y a un texte que j'adore qui parle d'une école qui favorise la bureaucréation qui dévore la France. Et la foule dangereuse de désœuvrés qui en corrompt les mœurs, c'est les jeunes qui se sont instruits à l'école mais qui n'ont pas encore l'âge de travailler. Donc, il y a eu une espèce de fonctionnalité qui s'est établie, comme quoi l'école primaire occupe les enfants jusqu'à l'âge de l'entrée en classe, jusqu'à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire. Et là, se crée une espèce d'alliance entre l'Église, les enseignants, le pouvoir en place, Sylvie Jouan. Alors, une alliance... de circonstances. Oui, de circonstances, mais disons que je pense que ce qui est très important de bien comprendre, c'est que si effectivement la priorité à cette époque, c'était l'instruction du peuple, elle était absolument indissociable de l'éducation. Parce qu'en fait, effectivement, et c'est comme ça qu'on comprend cette critique d'une méthode trop rapide, hein, qui du coup amènerait les enfants à délaisser les écoles trop tôt et du coup à errer dans les rues, hein, ce qui présente un risque social. Il fallait certes instruire un minimum, pas trop non plus, hein, pour pas que ça suscite de changement de classe, mais il fallait surtout éduquer. Donc éduquer au début du 19e siècle, ça veut quand même beaucoup dire transmettre l'éducation chrétienne. À la fin du 19e siècle, et c'est ça qui est intéressant aussi, on retrouve des critiques de l'enseignement mutuel qui font largement écho à celles qui se sont développées dans une période royaliste, puisque certes c'est plus l'éducation chrétienne qu'on va chercher à développer, mais l'éducation morale. Et dans les deux cas, il y a bien cette idée que l'instruction, si elle n'est pas liée à une éducation, est dangereuse. Alors c'est la raison aussi pour laquelle l'enseignement simultané était forcément mieux vu, dans la mesure où il était assuré par des frères qui, de par leur présence même, étaient des garants d'une certaine religiosité qui pouvaient du coup assurer cette éducation morale par leur présence même. Et dans l'enseignement mutuel, ce qui pose véritablement problème, c'est que justement les élèves ne sont pas en contact direct et continu avec ce maître qui est la garantie de l'éducation morale. Donc, je pense que vraiment l'argument qui finalement relie toutes les critiques vis-à-vis de l'enseignement mutuel, il tient à cette finalité qu'on attribue à l'école primaire à cette époque, qui est l'éducation avant l'instruction, pour garantir un certain ordre social. Et c'est intéressant parce que cette école, finalement, du 19e siècle, de la Restauration, d'une époque qui était contre la République. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question en disant le mot de République au début. Elle pose les fondements tout à fait clairs de l'école de Jules Ferry, telle qu'on la connaît. Je ne fais pas de contresens historique, là, Sylvie Jouan. Non, vous ne faites pas de contresens historique. Toujours sous votre contrôle. Anne Quérien? Précisément, François Guizot, en 1837, a créé les écoles normales d'instituteurs pour apprendre aux candidats à la profession à exercer avec la méthode simultanée, la méthode des frères des écoles chrétiennes, sans être frères eux-mêmes. Et on a toute une période où c'est comme ça. Donc il y a une nouvelle génération d'instituteurs qui arrivent déjà sous le Second Empire, et a fortiori sous Jules Ferry, qui ont été formés à enseigner par la méthode simultanée sans être frères.
Alors évidemment, l'enseignement des écoles normales est très moral. Il y a ce qu'on appelle le code soleil auquel doivent se conformer les instituteurs. Mais il n'y a pas, en fait, cette espèce de flèche qui part des enfants à travers le maître vers Dieu qu'on organisait dans les écoles des frères. Et on a essayé de remplacer ça par quelque chose d'amusant qui est le buste de la République et la photo du président qui sont dans les classes et qui doivent vectoriser aussi la pensée sous l'autorité de l'État à la place de Dieu. La pensée vectorisée, en tout cas un héritage assez clair, hein, c'est si on vous lit toutes les deux. Vincent Fayet, cet héritage historique, il est encore aujourd'hui très présent dans les écoles, dans le système le plus courant qu'on trouve de la maternelle, même plus de l'école élémentaire, jusqu'à la terminale, d'un enseignant sous la direction du maître. C'est comme ça que vous avez appris à enseigner ? Bien sûr, c'est comme ça que j'ai appris à enseigner, c'est comme ça que mes maîtres ont eux-mêmes appris à enseigner de leurs maîtres, et c'est une tradition qui se transmet depuis des siècles. Et finalement, personne ne se pose la question de savoir pourquoi, parce que cet épisode de l'enseignement mutuel a été oublié depuis bien longtemps. Et donc c'est devenu la norme, et tout le monde fait un enseignement simultané sans savoir que d'autres voies existent. L'enseignement simultané, c'est un certain nombre d'élèves dans une classe, moins de 25 si tout va bien, plus de 30 quand c'est un peu difficile, et ça l'est souvent. C'est comme ça que tout notre système est organisé. On a même de la difficulté à penser que ça peut être autrement. C'est organisé comme cela depuis tellement longtemps. Vous le disiez, Vincent Fayet, qu'on a oublié que ça pouvait être un petit peu autrement. Sylvie Jouan, pourquoi vous vous êtes intéressée, vous qui êtes formatrice en SP, entre autres, et philosophe de formation, à cette pédagogie? Alors, je ne sais pas si on doit l'appeler alternative, historique. Je m'y suis intéressée parce que je suis partie des classes rurales multi-âges qui suscitent pas mal de critiques, de réticences. Les classes multi-âges en général, d'ailleurs qu'on les appelle classes multiniveaux, classes à plusieurs cours, ça revient à la même réalité. Et l'étude des réticences, des discours hostiles à l'égard de ces classes m'a permis de mettre en évidence un certain modèle pédagogique plutôt implicite que j'ai appelé le modèle de la classe homogène. Et ensuite, j'ai cherché à comprendre d'où il venait, à quelle période il avait pu se développer et quand est-ce qu'il avait été acté dans le système éducatif français. C'est ce qui m'a amené à remonter dans le cours de l'histoire de l'éducation en France, au-delà de l'école républicaine, de l'institution de l'école de Ferry, jusqu'au début du 19e siècle, précisément à ce moment dont on parle, qui est la querelle des méthodes pédagogiques. Alors pourquoi je m'y suis particulièrement intéressée? Parce que justement, quand on analyse les termes de l'argumentaire critique vis-à-vis de l'enseignement mutuel, on retrouve en filigrane ou parfois de manière explicite ce modèle de la classe homogène qui finalement est indissociable de l'enseignement simultané. C'est-à-dire que dans la mesure où on fait le choix d'éduquer plutôt que d'instruire, alors il faut que tous les élèves soient en présence continue d'un même maître. D'où la nécessité de l'enseignement simultané. Mais il y a un corollaire concernant les modalités, ça va être le groupe homogène. Parce que quand même si le but était l'éducation, les personnes qui décidaient à ce moment-là n'étaient pas non plus de piètres pédagogues, ils avaient bien compris qu'il fallait, pour que ça fonctionne, que le groupe soit relativement homogène. Parce que quand tout le monde fait la même chose en même temps, si les niveaux sont très hétérogènes, ça ne marche pas. D'où l'idée de très difficile pour l'enseignant. Eh ben oui. D'où l'idée de constituer des groupes homogènes. Mais dans la mesure du possible, ils ne sont jamais parfaitement homogènes, ces groupes. C'est clair qu'ils ne l'étaient pas à cette époque, de même que d'ailleurs ils ne le sont pas aujourd'hui. Et c'est clair que ça rend forcément la tâche beaucoup plus difficile et ça rend les apprentissages pour les élèves plus difficiles si l'enseignant fait la même chose, fait faire la même chose à tous strictement en même temps. Et là, il y avait peut-être un intérêt pour l'enseignement mutuel aussi. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'enseignement mutuel est intéressant à la fois pour l'historien, mais aussi pour le pédagogue. Et c'est pas par hasard si on retrouve ici sur ce plateau Vincent Fayet qui justement aujourd'hui travaille dans cette logique. Parce que contrairement à ce qui se faisait dans la logique de l'enseignement simultané à l'époque, dans l'enseignement mutuel, il y a quand même quelque chose qui semble très très novateur, très fort pour faciliter les apprentissages. C'est que les élèves sont toujours regroupés avec des camarades qui correspondent à leur niveau. Et ils pourront tout à fait appartenir à un groupe en arithmétique
qui correspond à leur niveau, parallèlement à un autre groupe en lecture ou en écriture, de sorte qu'ils avancent toujours à leur rythme et ils ne s'ennuient pas ou ils ne sont pas perdus. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en général, mais je suis allée voir ce cours de Vincent Fayet. C'était le dernier cours de l'année dans cette terminale scientifique. Donc, nous sommes toujours au lycée d'Orient à Paris, dans le 11e arrondissement. J'ai posé mon micro, enfin, je me suis plutôt promenée dans la classe avec mon micro. Une classe qui s'est mise en action après quelques minutes de cours. La distribution d'une photocopie de ce cours, on dit plus polycopier, je crois, comme à mon époque. Et les élèves se sont levés, se sont dirigés vers des tableaux disposés dans la salle, certains pour réaliser un exercice, d'autres pour se refaire le cours entre eux. Qu'est-ce que ce magnifique schéma et pourquoi vous ne faites pas l'exercice comme les autres, mais vous avez choisi de faire un schéma à 3 d'ailleurs? C'est pour mieux comprendre le cours et résumer un peu tout ce qu'on a vu. Et comme on est plusieurs, c'est beaucoup plus simple pour comprendre. Et dès qu'on ne comprend pas quelque chose, quelqu'un vient nous expliquer. Et pourquoi vous ne faites pas l'exercice ? Parce qu'on avait plus envie de résumer le cours, de mieux comprendre visuellement. Et voilà, l'exercice, on corrigera de toute façon. Donc, voilà. On préfère faire un résumé du cours et mieux le comprendre, faire un schéma bilan, quoi. Et quand on n'arrive pas, on ne reste pas bloqué sur une table à pas comprendre et voilà. Et là, on peut communiquer, on pose nos questions. Et si on a besoin, le prof il vient nous voir, il nous aide. Et le fait d'écrire sur les tableaux, c'est plus simple. On est tous différents, donc on a tous des idées différentes et c'est bien de partager et de communiquer. C'est bien parce qu'on peut demander des questions aux autres, on peut bouger dans la classe, c'est agréable. Oui, c'est toujours différent, même en fonction de la place sur laquelle on s'assoit, elle n'est pas du tout donnée, on peut changer tout le temps, on peut se mettre avec qui on veut, pas forcément à notre table et oui, ça change. Ça donne jamais l'impression de bazar ? Si, mais je préfère parce que par exemple quand on suit un cours magistral et qu'on va juste écouter le cours pendant toute l'heure et par exemple qu'on l'écrit, ça sert un peu à rien et tout ce qu'on écrit s'échappe de notre tête alors que là en discutant, même en créant un bazar, ça nous permet de comprendre. Et pour toi ? On était en train de rien faire. Oui. Sur le coup, on va pas vous mentir. Hein. Parce que... pourquoi ? On a déjà compris le cours en fait. Oui, parce qu'on avait déjà compris le cours en fait, de base. Donc du coup... on attend qu'il y ait des gens qui viennent nous demander de l'aide. Et quand les gens ont besoin d'aide, eh bien là on pourra les aider parce qu'on aime aider notre prochain. Voilà. C'est vrai que c'est un peu un système où il y a certaines personnes qui peuvent attendre sans rien faire, mais bon là pour le coup c'est pas le cas parce que normalement on est censé faire des exercices. Mais quand on est fatigué, voilà, ça peut... on attend que les gens viennent nous demander de l'aide et souvent ça arrive et on est très content de le faire. Voilà. Non, moi je regarde l'essentiel du cours pour apprendre plus vite et d'une meilleure manière. Là, il y a quelques termes en fait que justement je comprends pas et comme c'est censé être des acquis, c'est pas forcément réexpliqué. Du coup, je reviens là où c'est expliqué en fait, mais c'est pas quelque chose de fréquent, c'est juste moi là qui on va dire quelques retards par rapport aux mots qu'on emploie. Ouais, et puis il y a un site qui s'appelle Classe Mutuelle où les informations sont également rajoutées et les gens peuvent aller voir et s'ils ont mal compris les choses, revoir, etc. et poser des questions. Chez moi, je peux quand même revoir le cours par exemple et en fait on a Facebook, donc on peut contacter le professeur si jamais on a des questions ou si jamais il reste des problèmes. Donc au final on avance au même rythme, voire même plus vite parce que justement on peut avoir ce contact en dehors des heures de classe. Tu vas sur Facebook pour le travail scolaire. Oui, exact. Un grand merci aux élèves de la classe de terminale S du lycée d'Orient, votre classe, Vincent Fayet. Vous m'avez demandé de préciser que vous ne les avez pas menacés pour qu'ils répondent avec tant d'enthousiasme à mes questions, tant d'enthousiasme sur l'organisation de la classe mutuelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à ce système ? C'est une prise de conscience en fait. Et l'entrée, c'était pas l'enseignement mutuel, mais ça a été la salle de classe. Parce que j'ai pris conscience que mon lycée, c'est un vieux lycée parisien comme il en existe beaucoup en France, il date de 1887. Eh bien, la salle de classe dans laquelle j'enseignais jusqu'à récemment est une salle de classe qui date de 1887. Alors bien évidemment, elle a été rénovée maintes et maintes fois, mais elle a toujours été rénovée dans l'esprit de 1887. C'est-à-dire des tables alignées,
des chaises, des rangées et un immense tableau central pour que le maître puisse faire son cours. Donc je me suis dit que ça devait changer, j'en ai discuté avec mes élèves, je les ai mis au défi de me trouver un autre système. Et c'est comme ça que tout a commencé, on a bougé les tables, on a fait des îlots, ils ont eu un petit peu plus de liberté, puis à un moment donné il y a un groupe qui s'est levé, qui m'a dit « Monsieur, est-ce qu'on peut se lever ?» Je dis « Oui, vous l'allez où ?» Ils disent, écoutez, on aimerait aller utiliser votre tableau. Le vôtre est important. Et je leur ai laissé mon tableau. Puis d'autres ont jugé que c'était intéressant. Donc le tableau a été partagé en 2, en 3. Et puis il n'y avait plus de place. J'ai compté, il y a 7 tableaux en plus du vôtre maintenant dans la classe. Eh bien, avant qu'il y ait des tableaux, à un moment donné, je leur ai dit, on va écrire sur les murs. Et on a écrit vraiment sur les murs. Et on a pris des photos d'ailleurs. Et puis mon chef d'établissement étant relativement sympathique, il a rajouté des tableaux. Et maintenant on a 7 tableaux et les élèves travaillent au tableau. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, que vient-on de faire ? Eh bien on vient de recréer, sans le savoir, l'enseignement mutuel. C'est pour ça que j'ai appelé ça la classe mutuelle. J'aime ce terme de classe parce que la classe, c'est à la fois le lieu physique, c'est à la fois les élèves, et c'est aussi ce que l'on y fait, faire la classe mutuelle. Donc, vous faites tout ça dans une atmosphère, je l'ai souligné auprès des élèves, un petit peu bruyante. Alors, on en a parlé quand j'étais avec vous. Je voulais faire entendre à mes auditeurs ce truc que vous avez pour le son. Donc ça veut dire trop de bruit. Et alors ça, c'est plus doux, ça veut dire j'ai une information à vous communiquer. Et là, ils sont tous là à me regarder comme autrefois quand j'étais prof frontal. Prof frontal, donc par opposition à enseignant de classe mutuelle, je ne sais pas trop comment dire. Cette idée du buzz, je ne sais pas comment vous l'appelez, de la sonnerie, elle vient aussi de la classe mutuelle du 19e siècle. Absolument, c'est très skinnérien, mais finalement, sans le savoir, je cherchais une solution. Donc j'avais pensé au buzzer, à la cloche, etc. Parce que la voix ne suffit pas. Il y a toujours plus de bruit et ça ne permet pas de se faire entendre. Et donc j'ai eu l'idée du buzzer. Finalement, ça a très bien marché. Et en relisant les textes, notamment un texte de 1820, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un commandement très précis avec des sonnettes, avec des cloches dans l'enseignement mutuel pour diriger les mouvements, puisque c'est une classe dans laquelle on bougeait beaucoup. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce rapport, en fait, cette conférence de consensus du CNESCO, le Conseil national pour l'évaluation du système scolaire, sur l'hétérogénéité de la classe et les difficultés, donc on en a déjà parlé, que ça pouvait susciter pour les enseignants d'aujourd'hui, mais en fait que ça a toujours suscité. On l'a dit, vieille question, finalement, en remontant dans l'histoire des pédagogies alternatives et de l'innovation pédagogique, on remarque que ce qui est souvent mis en question, c'est cette relation maître-élève, cette autorité, cette verticalité, et puis le fait de mettre en action les élèves est souvent mis en avant comme une nécessité. Finalement, on s'attaquait aussi à la classe simultanée à travers ces critiques et ces alternatives de et à l'école la plus traditionnelle et classique. Qui veut répondre ? Sylvie Jouan. J'aurais quand même souhaité préciser, si j'ai une toute petite minute, que ce qu'on a entendu et ce qui se fait aujourd'hui de la part d'enseignants novateurs qui cherchent justement à répondre à la diversité des élèves et à les accompagner conformément à leur rythme d'apprentissage, ça s'est inspiré de l'enseignement mutuel, mais pas que. Hein, il faut vraiment faire le lien avec les pédagogies coopératives. Peut-être qu'il y a une petite confusion qui se fait, je pense, du fait de cette appellation enseignement mutuel. C'est une très mauvaise traduction finalement du monitoring system. Il n'y a pas beaucoup de mutualisation dans l'enseignement mutuel, si ce n'est le monitorat, autrement dit le tutorat. Dans ce que Monsieur Fayet met en place dans sa classe, qui est peut-être une belle association entre des sources de l'enseignement mutuel, mais aussi de la pédagogie coopérative, de la pédagogie freinée par exemple. Ça va bien au-delà du tutorat. Hein. Il y a aussi de l'entraide, et ça, l'entraide, on ne trouvait pas du tout dans l'enseignement mutuel. Donc c'est juste pour pas non plus trop idéaliser l'enseignement mutuel du 19e siècle en France. Cela dit, je pense que c'est très intéressant d'en tirer quelques ficelles pour modifier pour essayer de sortir de ce modèle effectivement qui nous amène à enseigner simultanément comme si tous les élèves étaient les mêmes et comme si tous les élèves apprenaient au même rythme. Vincent Fayet. Oui, absolument. C'est vrai que cet enseignement mutuel du 19e siècle est un enseignement très strict. On est au 19e siècle. La liberté, elle est absolument réduite. Cela étant, si on remonte l'histoire et qu'on regarde
l'esprit de l'enseignement mutuel. Et on le retrouve en Inde au XVIIe siècle, on le retrouve avec Quintilien au 1er siècle, qui nous dit que les élèves sont plus à même de reproduire ce que font leurs camarades que ce que fait l'enseignant. Il y a beaucoup plus de liberté. Quand on nous décrit ce que faisaient les élèves à Madras sur la plage, où ils apprenaient l'alphabet tout seuls sans maître, ils étaient beaucoup plus libres. Mais c'est vrai que le 19e siècle a été un siècle de rigueur et que les élèves de l'enseignement mutuel ne correspondaient en rien à ceux que vous avez vus dans ma classe, bien évidemment. D'ailleurs, on peut ouvrir une parenthèse, parce que Foucault, dans Surveiller et punir, finalement dénonce ce système comme trop autoritaire et l'illustre avec des gravures d'époque où on voit des élèves très, très, très bien rangés. Oui, et il met sur le même plan, dans sa critique de l'école, qui a pour but de polisser les corps et les esprits, il met sur le même plan l'enseignement mutuel et l'enseignement simultané, ce qui est quand même assez étonnant. Preuve qu'à cette époque, en tous les cas, il avait vraisemblablement pas perçu qu'il y avait une dimension émancipatrice dans l'enseignement mutuel. Cette dimension émancipatrice, est-ce que elle est devenue plus centrale par une espèce de réinterprétation historique et très contemporaine, ou parce que on voit aujourd'hui qu'on a besoin d'outils un peu nouveaux, ou de retrouver des outils anciens et de les mettre au goût du jour pour répondre aux besoins des élèves d'aujourd'hui? Sylvie Jouan, toujours. Anne Carrien. Oui, quand même, l'enseignement mutuel a été utilisé aussi, par exemple, dans la formation des adultes, dans les bourses du travail, enfin, dans des endroits qui ne dépendaient pas de l'éducation nationale et où avec des adultes, en fait, où on ne se souciait pas, du coup, des différences d'âge, mais uniquement des différences de compétences. Enfin, il y a un travail de Grégory Chamba sur les bourses du travail, où il reprend ça. Grégory Chamba, qui était invité aussi cette année dans Rue des Écoles pour parler de la pédagogie freinée. Mais voilà, on voit comme les différentes écoles pédagogiques peuvent s'inspirer les unes des autres. Sylvie Jouan, donc sur cette question des besoins d'aujourd'hui pour les élèves de 2017. Alors, c'est vrai que, c'est pas une nouveauté le fait que les classes soient hétérogènes, mais on en parle davantage aujourd'hui. Peut-être qu'on en prend davantage conscience aussi parce que l'institution nous exhorte à prendre en compte la diversité des élèves. Alors, c'est pas forcément facile pour les enseignants qui portent cet héritage d'un modèle pédagogique qui les a formés, dont ils sont pétris parce que eux-mêmes ont été formés par leur vie d'élèves, de collégiens, de lycéens, d'étudiants à l'université. Et parallèlement, ils ont bien conscience quand ils sont face à leur classe que ça ne colle pas, ça ne marche pas parce que effectivement les élèves ne sont pas tous les mêmes. Donc il y a une espèce de sursaut de créativité, d'innovation qui est peut-être facilitée aujourd'hui parce que l'institution nous incite à travailler en ce sens. Mais les pistes, les ressources pédagogiques, elles existent depuis très longtemps. Vincent Fagné. Oui, pour revenir sur la notion d'émancipation, je pense que en tout cas dans l'enseignement tel que moi je le conçois, il y a une émancipation déjà physique, parce qu'il y a une prise en compte de quelque chose qui est totalement oublié, c'est le corps de l'élève dans la classe. Et ça, c'est fondamental. Un élève, quand il est dans la classe, vous les interrogez, classe traditionnelle, il est assis, il bouge pas, et très vite il s'échappe. Le fait de faire que l'élève puisse circuler. Moi j'ai une élève, traditionnellement, elle travaille au tableau, elle fait des étirements. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et elle me dit, monsieur, j'en ai besoin. Vous ne savez pas ce que ça me fait comme bien. Le corps de l'élève dans la classe, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. On l'a entendu dans le reportage des élèves qui disent, je peux bouger, tout simplement. Je vis, voilà, absolument, ouais. Et pour revenir sur cette question du XXe siècle, moi, je pense que le XXe siècle a essayé de détricoter cet enseignement simultané, mais qu'il n'y est pas parvenu pour plusieurs raisons, parce que déjà, dans un premier temps, il y a une chose que l'on n'a pas changée. Une chose qui est fondamentale, c'est la salle de classe. La salle de classe, elle est restée la même. Si la salle de classe ne bouge pas, il est très difficile de changer la pédagogie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pourrais vous citer des dizaines de mouvements où on retrouve l'esprit de cet enseignement mutuel. Mais finalement, quelque part, chacun a essayé... Donnez-nous 2 exemples de mouvements. Par exemple, vous prenez l'enseignement par les pairs tel qu'il a été défini par Éric Mazur en 1997. Voilà. C'est exactement l'enseignement mutuel. Vous reprenez apprendre en enseignant qui a été mis au point par Jean-Paul Martin. Personne ne connaît Jean-Paul Martin. Pourtant, eh bien, écoutez, c'est mais on mettra la référence sur le site de Rue des Écoles. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'esprit de l'enseignement mutuel. Il a fait une
toute une théorie de l'éducation dessus. Et finalement, beaucoup d'enseignants ont essayé de casser cet enseignement simultané. Chacun a travaillé dans son coin et chacun a réinventé la poudre. Donc il n'y avait pas quelque part ce fondement historique sur lequel on aurait pu s'appuyer pour se dire, voilà, il y a eu un choix, il y a eu un complot qui fait qu'aujourd'hui on est les enfants de ce complot avec l'enseignement simultané. Pourquoi ne reviendrions-nous pas en arrière ? Ce qui est intéressant quand on vous lit, Sylvie Jouan, c'est de voir, donc on l'a bien compris, à quel point l'enseignement simultané, donc l'école telle que nous la connaissons, en fait, met l'enseignant au centre. C'est bien l'enseignant qui organise la classe, qui est le pilier de l'école de la République. Et pourtant, depuis 1989, il y a un texte de loi qui dit « l'élève est au centre du système éducatif ». Finalement, cette phrase qui a par ailleurs été extrêmement critiquée, elle va presque à l'encontre du modèle originel de l'ADN du logiciel, pour reprendre des formules un petit peu à la mode et galvaudées, de l'école de la République qui remonte à bien avant la République. Oui, c'est une formule qui a été très critiquée et on comprend assez bien pourquoi. C'est une formule éminemment subversive, parce que l'élève au centre, ça veut dire que c'est plus l'enseignant qui est au centre. Alors ça veut pas dire non plus, comme ont pu le redouter certains, qu'il y a plus d'enseignants, qu'il y a plus de maîtres, mais ça veut dire qu'on part de l'élève et qu'on organise les apprentissages en fonction de lui, en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas et de ce qu'il est véritablement. Ça induit, ça aurait dû induire, je ne sais pas ce qu'il faut dire, un véritable changement de paradigme, puisque si l'élève est au centre, on ne peut plus, puisqu'il n'y en a pas qu'un dans la classe, justement, à la limite, s'il n'y en avait qu'un, ça aurait pu ne pas poser problème, mais comme il y en a au moins une vingtaine, forcément, ça amène à remettre en cause, ça aurait dû amener à remettre en cause cet enseignement simultané. C'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire dans le langage de la psychologie. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir à quel point les réformes récentes, finalement, ne parlent pas beaucoup de l'organisation pédagogique de la classe. C'est-à-dire qu'on va dire il faut réduire le nombre d'élèves, on va dire on va faire de l'enseignement interdisciplinaire, ce qui est arrivé récemment avec la réforme du collège. On va peut-être organiser le temps disciplinaire de manière un petit peu différente, avec plus de ci ou plus de ça. Mais finalement, la manière d'apprendre, on n'y touche pas tellement dans les textes législatifs. On a parlé du socle commun pour la Belgique dans la page d'information. Mais la manière d'apprendre dans la classe que vous faites, Vincent Fayet, on n'en parle pas. Non, mais parce que chacun est libre de faire comme il l'entend. C'est la liberté pédagogique, bien évidemment. Et jamais personne ne viendra me reprocher de faire l'enseignement mutuel. Sauf que pour faire l'enseignement mutuel, je reviens là-dessus, il faut changer la salle de classe. Et là, on rencontre les difficultés, parce que nous avons des acteurs qui ne se parlent pas forcément ou qui ne se comprennent pas toujours. On a d'un côté l'État qui va proposer les programmes, et puis les collectivités qui vont vous fabriquer les salles de classe. Et puis au milieu, on a les enseignants. Alors des fois, on les interroge, des fois, on les interroge pas. Et la véritable difficulté, elle est là. C'est que la pédagogie est intimement liée au lieu dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans un lieu avec un tableau central et des chaises et des tables alignées, eh bien, c'est le stade de spectacle. L'enseignant est acteur. Si à l'inverse, vous mettez des tableaux partout, chaque élève devient acteur. On parlait tout à l'heure de l'élève au centre. Oui, mais pourquoi faire ? Si c'est au centre pour écouter, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est au centre pour faire, voilà qui est différent. Anne Carrien, sur cette notion d'élève au centre ? Ouais, justement, une des choses qui m'a motivée dans ma petite recherche, c'était de comprendre pourquoi on parle toujours du rapport maître-élève au singulier, alors que, grâce à Jean-Baptiste de la Salle d'abord, et l'enseignement simultané, on a créé un enseignement collectif qui s'est trouvé beaucoup plus efficace, même dès les frères des écoles chrétiennes, que l'enseignement par individu venant voir successivement le maître, sauf si c'est évidemment un précepteur pour quelqu'un de très riche. Donc, on a des classes qui sont des collectifs, et on ne fait pas fond sur ce collectif, et j'ai été étonnée de voir que même on avait un moment fait fond sur le collectif avec l'école mutuelle, et que finalement on avait enterré ça parce que on ne suivait pas du point de vue des moyens, comme le dit Vincent Fayet. Voilà une belle injonction contradictoire. Un collectif d'individus, c'est compliqué pour les enseignants. Vincent Fayet. Oui, juste une petite remarque quand même, parce qu'on va avoir des enseignants du primaire qui nous écoutent. Et les choses sont quand même relativement différentes. Au primaire, moi je me base essentiellement sur le secondaire, collège-lycée. Il m'arrive de faire des conférences sur ce sujet. Souvent, les enseignants du primaire viennent me voir à la fin en me disant nous, quand même, on est dans l'esprit de l'enseignement mutuel. Les enseignants du primaire
ont colonisé les murs, mais ils ont une chance par rapport aux enseignants du secondaire. C'est qu'ils sont quelque part propriétaires de leur salle de classe, donc ils peuvent l'organiser comme ils veulent. Ce qui n'est pas le cas dans le secondaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous faites des conférences, mais dans votre lycée, le lycée d'Orient à Paris, est-ce que vous êtes isolé ou est-ce que d'autres collègues ont adopté cette méthode? J'allais dire votre méthode, mais non, elle est très ancienne. La classe mutuelle. Bien évidemment, et c'est assez amusant. J'ai déjà fait quelques recherches, quelques études scientifiques, et j'ai toujours eu du mal à recruter des collègues, même au lycée d'Orient. Et là, je vous avoue que ça ne désemplit pas, et beaucoup de mes collègues souhaitent pouvoir utiliser cette salle de classe. Donc on est déjà une dizaine. Il y a encore 2 jours, une collègue de lettres me disait qu'elle souhaiterait faire partie d'une équipe pédagogique l'an prochain pour pouvoir l'utiliser. On en a ouvert une, on en a ouvert une deuxième, et finalement on pourra en ouvrir autant qu'on veut parce que c'est pas très coûteux. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas coûteux de transformer la salle de classe. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté, un peu de Velleda, et puis avoir pas peur de laisser... On a failli faire une publicité, mais on parle bien sûr de ces tableaux bien blancs. Évidemment. Et vous n'avez par ailleurs rien à vendre, même si on l'entend, vous êtes un promoteur très convaincu de cette méthode. Alors tout de même, on était chez vous dans votre classe, une terminale S, des élèves très motivés, qui ont le bac en ligne de mire. Vous avez parlé de l'école élémentaire. Est-ce que ces méthodes très participatives, et là je me tourne vers vous, Sylvie Jouan, peuvent s'appliquer partout? Parce que certains élèves sont pas toujours très bien disposés à l'égard de l'enseignant, de la classe, de l'école, enfin, ne sont pas dans un désir d'apprendre ou de travailler a priori. On peut penser à certaines classes de collège, dans les zones d'éducation prioritaire, mais pas seulement, dans lesquelles il est difficile d'enseigner. Oui, ça peut être difficile aussi de mettre en œuvre ce type de méthode innovante avec un public particulièrement favorisé qui est aussi très attaché à la tradition. Moi, je pense que ça peut se développer partout. Des élèves donc attachés à la tradition. Des élèves attachés à la tradition. Les élèves sont porteurs de la tradition, comme les parents sont porteurs de la tradition, comme les enseignants le sont. Il me semble que on peut mener ce type de méthode innovante partout. Le problème, c'est que ça prend du temps. Alors, je ne sais pas combien de temps Monsieur Fayet a mis pour réellement mettre en place ce type de dispositif, mais les élèves, dans la mesure justement où ils sont déjà, mais très rapidement dès l'école primaire, ils sont pétris par ce modèle pédagogique, ils peuvent être réticents à ce qu'on leur demande, par exemple, d'être davantage acteurs pendant les séances de classe. Donc ça prend du temps, il faut instituer un rapport de confiance pour qu'ils aient envie de faire ce qu'on leur demande de faire, que les parents l'acceptent aussi, puisque les parents peuvent aussi être très réticents vis-à-vis de ce type de dispositif. Donc surtout parce que finalement, dans toutes ces méthodes, on attend d'eux qu'ils soient très autonomes. Et l'autonomie, ça s'apprend, ça se décrète pas. Donc c'est d'autant plus intéressant, il me semble, si on peut être plusieurs dans un même établissement à travailler de cette manière-là, parce que à la limite, dans l'enseignement primaire, l'enseignant, il a sa classe toute l'année en continu, donc il a quand même le temps de mettre en place des formes de travail qui développent l'autonomie. Au collège, et au lycée a fortiori, si l'enseignant fait ça tout seul 2 heures à même 4 ou 6 heures par semaine, ça marche moins bien. Donc je pense que ça peut se faire partout, mais ça suppose vraiment une réelle solidarité entre les enseignants. Bien sûr, acquiesce Vincent Fayet. Des élèves dont on n'a pas peur, enfin ça peut être une crainte d'enseignants, 1, qu'ils ne travaillent pas, 2, qu'ils se dissipent, parce que c'était aussi le sens de ma question. Le bruit, le bazar. Oui, bien sûr. Ça, c'est une remarque qui m'est très souvent faite par les collègues qui débutent l'enseignement, enfin la classe mutuelle telle qu'on l'envisage. Il n'y a pas de dogme là aussi encore. Très souvent, j'ai des collègues qui viennent me voir, me disent j'ai fait ma première séance, mais alors là j'en ai 3, c'est vraiment des glandeurs, ils ont les mains dans les poches et je fais pas du 100%. Mais je réponds que ces élèves-là étaient déjà les mains dans les poches quelque part dans l'enseignement simultané, sauf qu'on ne les voyait pas. Parce qu'ils sont assis, ils font semblant d'écrire, ils regardent un petit peu sur le copain à droite ou à gauche, et il se passe rien. Alors que là, ils sont devant le tableau, ils sont inactifs, je le vois tout de suite, et on peut les attraper et s'occuper d'eux individuellement. Parce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir travailler individuellement avec les élèves. Bien évidemment, certains élèves n'accrochent pas, ou alors ont trop de difficultés. Et à ce moment-là, on peut s'occuper d'eux. Moi, il m'est arrivé de passer 3 quarts d'heure, voire 1 heure de cours avec un seul élève qui n'avait rien compris pendant
que les autres travaillaient. C'est quelque chose d'impensable dans l'enseignement simultané, totalement impensable. C'est-à-dire, il faut occuper le reste du groupe. Pour tout savoir sur l'enseignement mutuel, je ne saurais que vous conseiller de vous reporter au livre de nos invités, celui d'Anne Kérien, l'école mutuelle, une pédagogie trop efficace, celui de Sylvie Jouan, la classe multi-âge d'hier à aujourd'hui, et puis bientôt celui de Vincent Fayet. On passe à la dernière partie de l'émission. Et nous faisons un focus sur la révolte des premiers de la classe. C'est le titre de votre ouvrage, Laurent Casselli. Je vous redis bonjour. Bonjour. Vous étiez là en début d'émission. Vous avez été très sage, vous avez tout écouté très attentivement. Donc votre livre est publié aux éditions Arquet. On parle beaucoup de diplômes dans cet ouvrage, c'est-à-dire des surdiplômés, par exemple des étudiants qui sortent d'écoles de commerce, enfin qui sont même devenus des salariés, qui gagnent très bien leur vie et qui décident de passer un CAP. Oui, ça concerne de plus en plus de gens, de jeunes et de moins jeunes, qui effectivement sortent diplômés d'école, de master par exemple, vont avoir une première expérience professionnelle, peut-être jusqu'à une dizaine d'années, parfois même pas du tout, parce qu'ils vont directement sentir que c'est pas pour eux, et vont se réorienter ou se reconvertir, selon les cas, vers des métiers manuels, des métiers d'artisanat, de petits commerces, de services de proximité, et pour ça vont souvent repasser une formation, un diplôme, typiquement un CAP, qui est le diplôme le plus populaire pour par exemple la cuisine ou la pâtisserie, et qui vont avoir donc une sorte de surdiplomation mais à l'envers, enfin qui vont repasser, qui vont se déclasser quelque part en ayant un diplôme de plus, quoi. Voilà. Ou se surclasser, ça dépend comment on voit les choses, une sorte de réconciliation entre les études les plus intellectuelles et les métiers manuels. J'y ai vu peut-être une forme de relégitimation des filières professionnelles, enfin pas toutes, hein. On parle beaucoup des métiers de bouche, par exemple, ou des métiers liés à la décoration ou au bois, mais tout de même une relégitimation, et c'est assez intéressant de constater que cette idée de revaloriser les filières professionnelles, elle est présente dans absolument tous les discours politiques depuis des décennies. Et aujourd'hui, ce sont les bobos ou les hipsters, comme vous les appelez, qui s'y mettent. Oui, en fait, ils arrivent à revaloriser ces filières par l'exemple, en fait, en le faisant eux-mêmes, quoi. Et donc effectivement, ils arrivent à redorer le blason de certaines filières, enfin de manière générale, les métiers manuels qui en France sont dévalorisés parce que c'est plutôt vu comme des voies de garage. Typiquement, les gens qui les font, dont je parle dans le livre, c'est des gens à qui on a dit qu'il fallait faire des études longues et les plus abstraites et intellectuelles possibles. Donc, ce sont les gens qui sont perçus comme les gagnants de la compétition scolaire.
scolaire. Et c'est eux qui décident de leur propre chef d'aller vers des filières manuelles, artisanales. Alors certes, des fois, ils sont au chômage et ils n'ont pas trouvé de boulot, mais c'est loin d'être la majorité. La plupart du temps, c'est des gens qui sont en poste ou qui sont tout à fait susceptibles de retrouver du travail dans leur filière. C'est juste qu'ils s'ennuient, ils ne trouvent plus aucun sens à leur quotidien de travail, et donc ils décident par eux-mêmes d'aller se former. Et ils arrivent effectivement à revaloriser certaines filières. Alors certaines, parce que il y a très nombreux CAP et ils font pas tous l'objet de masse d'anciens étudiants de grandes écoles qui arrivent, et voilà. Juste un témoignage de votre livre, c'est Antoine qui s'exprime. Quand tu fais Sciences Po, tu vois beaucoup de gens qui vont finir chef de projet de quelque chose dans une agence à se faire chier, je vous cite. Parce que soyons francs, on n'apporte aucune valeur à la société. Et c'est ce phénomène aussi des bullshit jobs. Alors pareil, je reprends votre formule qui est dénoncée. C'est un peu la voie de garage du surdiplômé arrivé dans des métiers qui n'ont plus aucun sens, en tout cas à leurs yeux. Oui, les bullshit jobs, qu'on a traduit en français par les métiers à la con, c'est une formule qui a été lancée par, ou à la noix, c'est une formule qui a été lancée par un anthropologue anglais qui s'appelle David Graeber, qui a publié un article là-dessus en 2013 et qui a été rapidement traduit dans plein de langues et qui a eu un très grand succès parce qu'il a rencontré un sentiment qui était largement partagé chez les cadres supérieurs et aussi les professions intellectuelles, qui est encore une fois, de ne servir à rien et de ne pas savoir pourquoi ils passent leur temps, leur vie professionnelle derrière un ordinateur à faire du tableur, du PowerPoint ou des réunions. À tel point aujourd'hui que ces premiers de la classe en révolte dont vous parlez finissent par boucher certaines filières. Certaines écoles de restauration, par exemple, sont extrêmement demandées. Dans des filières boulangerie, on prévient les gens que c'est très dur et qu'il va falloir s'accrocher. C'est un peu le monde à l'envers, Jean-Laurent Casselli. Oui, parce que des filières qu'on disait encore il y a quelques années, dévalorisées, sans avenir, aujourd'hui voient des hordes de diplômés et de cadres. Typiquement la fromagerie, les cavistes commencent à être très nombreux. C'est bien française, le fromage et le vin. Ils commencent à être très nombreux. Il y en a qui me disaient justement qu'ils commencent à avoir des problèmes de débouchés, c'est-à-dire qu'ils cherchent des endroits pour s'implanter parce que il y a une nouvelle vague qui arrive et qui commence à se poser les problèmes de où est-ce qu'ils vont atterrir et comment ils vont ouvrir leur commerce, parce que le but quand même c'est de se former, d'être apprenti, mais à terme quand même d'ouvrir sa propre entreprise. Sa propre entreprise, du coup ça peut avoir du sens d'avoir passé un diplôme d'école de commerce. Oui. On voit que les diplômes se rejoignent. Il y a aussi beaucoup de reconversions dans l'enseignement. Alors, vous le mentionnez pas très longuement, mais ça nous intéresse à Rue des Écoles. 27% des professeurs des écoles en formation viennent d'autres secteurs. Là aussi, c'est la quête de sens ? Oui, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que je parle beaucoup des petits commerçants, des artisans, parce que c'est le phénomène le plus visible, je pense, dans les rues et la manière dont ça reconfigure aussi les villes. Parce qu'il y a tout un aspect du livre qui parle de ça. Mais je pense que le point de départ pour choisir de devenir enseignant est le même. C'est bien dit d'ailleurs tout à l'heure. Un enseignant, il est face à son entre guillemets client final, ce qui n'arrive jamais à. On n'avait jamais parlé des élèves comme ça. Ce qui n'arrive jamais à quelqu'un qui travaille dans une multinationale, par exemple, qui a une idée abstraite de ce qu'est un consommateur pour lequel il travaille en longueur de journée, mais ne voit jamais les bénéfices de son travail. Donc je pense que l'enseignant, typiquement, ça est un métier qui arrive aussi à réconcilier, ça a été dit, l'aspect intellectuel et l'aspect aussi concret, même corporel de son travail, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux étudiants qui sont en école de commerce ou à Sciences Po passe ton diplôme d'abord et puis un BEP, un CAP après ? Oui, exactement. Mon conclusion, c'est de dire qu'il faut les deux, en fait. C'est-à-dire que il faut pas voir ça comme un discours qui consisterait à dire on va brûler les étapes, on peut directement passer par une formation courte et ça va très bien se passer, parce que ça reste quand même important d'avoir un diplôme d'études supérieures pour trouver du travail. Et il y a des vraies compétences qui valorisent très souvent dans leur reconversion, typiquement de la gestion de projet, de la stratégie, une certaine manière aussi de mettre en scène leur offre, leurs produits. Donc je pense que le parcours idéal, effectivement, c'est études supérieures, puis formation plus courte, qualifiante, concrète. Ouais. Enfin, le parcours idéal du reconversion. Faire ça, quoi. on peut être très heureux avec une profession intellectuelle. Vous savez, Jean-Laurent Casselli. Bien sûr. Bon, parce que vous êtes journaliste. Comme moi. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La révolte des premiers de la classe.
Métier à la conquête de sens et reconversions urbaines. C'est publié chez Arché. Un grand merci à la plus sympathique des équipes. J'ai nommé Somanina, Laurence Genepin, Jean-Frédéric qui était à la prise de son aujourd'hui, ainsi que notre stagiaire Hélène Assécourt. La semaine prochaine, si tout se passe bien, nous parlerons du nouveau ministre de l'Éducation et de son programme pour l'école. Je nous souhaite à tous une très bonne soirée électorale. Restez à l'écoute de France Culture.